Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Courant Alternatif. Aujourd'hui, c'est l'épisode des gourmands. Donc on va en profiter avec une invitée de choix, mais c'est aussi l'épisode de celles et ceux qui croient aux transformations alternatives, aux transformations qui sont bonnes pour son corps, qui sont healthy. Et pour en parler, on a l'honneur aujourd'hui de recevoir une championne du monde et Cocorico parce qu'elle est française. Bienvenue, Johanna Lepape. Merci, Guillaume, je suis très contente d'être là. C'est super d'être venue. En plus, donc je suis de passage à Paris puisque tu vis en ce moment à Los Angeles. Donc on a eu de la chance de pouvoir te capter avec le studio module qui nous accompagne. Alors Johanna, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Tu es connue dans l'univers professionnel dans lequel tu évolues aujourd'hui, celui de la pâtisserie. Mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, déjà, merci beaucoup pour l'invitation et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, en quelques mots, je suis une chef pâtissière qui a souhaité, il y a plus de 10 ans, voir les choses d'une autre façon et d'amener la pâtisserie à se repenser. Et donc, chef pâtissière bien-être, comme j'aime le dire. J'ai gagné la Coupe du Monde de pâtisserie, donc des arts sucrés en 2014. Et je suis autrice aujourd'hui également, puisque j'ai écrit un livre et j'en ai écrit un deuxième. Et donc, je suis passionnée par la transmission. Donc voilà. Ce qui est très important, on en parle beaucoup dans Courant Alternatif. Alors, première question, effectivement, tu fais beaucoup de choses. Tu es chef pâtissière, championne des arts sucrés, entrepreneuse, tu défends une nouvelle vision de la pâtisserie aussi. Tu as un créneau très important axé sur le bien-être. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plutôt, à tes yeux, une chef d'orchestre, une exploratrice qui bouscule les codes ou tu es tout simplement une femme qui suit ses intuitions ? Je pense que la troisième option est la bonne, puisque avant toute chose, en fait, j'essaye pas forcément de rentrer dans une case ou de correspondre à quelque chose. J'ai vraiment depuis toujours écouté mes intuitions, mais ça, c'est depuis toute petite. Et quand tu vois mon parcours, au début, tu peux penser qu'il n'y a rien de logique dans tout ça, mais parce que, en fait, quand j'étais petite, en fait, j'étais attirée par le sport, donc j'ai naturellement commencé des études de sport. Et puis après, en fait, j'ai bifurqué à des moments de ma vie parce que mon intuition me guidait et me disait « t'es au mauvais endroit là, donc il faut changer ». Et j'ai toujours pensé que j'étais toujours au bon endroit. C'est-à-dire que comme j'étais super, à mon sens, intuitive, j'ai aucun regret dans aucun de mes choix parce que tout ce que j'ai fait, j'ai écouté personne. Et j'ai été vraiment à l'écoute de ce que j'avais envie, de mon corps, de là où surtout je voulais plus aller. Et ça me donnait du coup des nouvelles directions et mon intuition me guidait pour ça. Donc je pense que c'est plutôt ça qui me caractérise à 100%. Alors on va commencer entre guillemets par le commencement. À la base, donc tu es très sportive et tu as commencé après ton bac scientifique, oui. Je crois, STAPS. Donc des études dans le sport. Tu es basketteuse et boxeuse, tu as fait des championnats universitaires. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ce parcours-là ? Qu'est-ce que tu aimais dans ces sports-là ? Quelle était l'intention quand tu te dis à ce moment-là et que tu te sens à ta place, je vais faire STAPS ? Oui, en fait, déjà ça paraissait évident parce que moi j'adorais le sport, je faisais du sport de compétition depuis toute petite. Je me dirige vers STAPS parce que je sens que j'aime la transmission. Je sens que prof de PS peut être un métier qui peut énormément me plaire. Et puis, j'ai aussi, au fond de moi, cette sensation que je ne ferai pas le même métier toute ma vie, mais que le sport allait peut-être me guider vers plein d'autres choses. J'avais plein d'idées, développer des écoles en Afrique, permettre aux jeunes talentueux, femmes et hommes, jeunes femmes et jeunes hommes en Afrique, par exemple, de les aider en créant une école et en les aidant à avoir un soutien pédagogique et scolaire avec le côté sportif. J'ai toujours aimé la compétition, j'ai toujours aimé le dépassement de soi. Et donc, dans le sport, j'ai trouvé tout ça. Donc, j'avais plein d'idées déjà. Donc, point de départ, STAPS. Et puis, en fin de compte, au bout de 3 ans, j'ai eu la chance de faire un stage. Et je me dis... je me sens super à l'étroit. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire ce stage, je vais finir ma licence. Et
L'année d'après, en fait, je me dis c'est beaucoup trop tôt pour me lancer dans un CAPEPS et être prof directement, passer le concours. Et beaucoup de gens en STAPS avaient cette envie de partir à l'étranger, voyager, etc. Et donc je me dis parfait. Du coup, je vais faire un voyage. Parce que franchement, à 21 ans, on n'est clairement pas prêt à rentrer dans le monde professionnel. Et je me sens pas accomplie et je sens qu'il me manque quelque chose de... Enfin voilà, qu'il me manque quelque chose. Parce que c'était comme pareil, intuitif. Et donc mes copines me disent tiens, l'Australie, ça te tente? Et je dis mais je connais rien, je connais pas ce pays. Let's go. Et finalement, quand j'ai cette expérience... Donc tu pars avec une amie? Je pars avec une amie. En fait, on est 4 à la base. Ouais. Et après, on va être plus que 2. Et après, je fais ma petite vie, quoi. Enfin, on avait chacun nos parcours, nos envies. Et on était très... Après, c'était un peu, du coup, vertigineux parce qu'en même temps, au début, on se dit on part ensemble. Finalement, le voyage fait qu'on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes envies. Et sans contrainte, on choisit de prendre des voies différentes. Enfin, on se dit pas, mais tu m'avais promis que finalement je rentre. Non. On reste et puis chacun prend son baluchon, son chemin. Et tu es dans quelle ville? Alors, j'arrive à Sydney. Ouais. Et puis après, je vais un peu à Melbourne et ensuite je vais à Perth. Et à Perth, c'est là vraiment que je vais découvrir du coup la pâtisserie à l'étranger. Okay. Puisque je vais avoir une expérience là-bas. Et finalement, c'est le point de départ. Mais je m'en rends pas compte. Mais c'est le point de départ parce que déjà, j'adore l'équipe, je suis passionnée. On me demande quelles heures tu veux travailler, mais toutes les heures que vous pouvez me donner. Parce qu'en vérité, je suis là dans un pays où j'ai envie de visiter, mais j'ai aussi surtout envie d'apprendre l'anglais, d'apprendre auprès des gens. Et ça me plaît. Et ça me plaisait énormément d'être dans cet environnement de créativité. Les gens passaient la porte. It's amazing, thank you so much. Alors, j'étais là, mais what? C'est incroyable. Et moi, j'ai cette énergie, tu vois. Donc, je me sentais vachement connectée à ça. Et tu travaillais dans une pâtisserie Mais je vendais des pâtisseries, j'étais vendeuse. Ok. Mais j'aimais cette énergie de joie que les gens avaient quand ils rentraient dans la pâtisserie. J'étais là, mais c'est incroyable ce monde. Et après, il y a eu le retour. Le retour en France où je m'étais un peu conditionnée à me dire quand je rentre, je me remets dans mes études. Et donc, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là, mais je réalise qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas aller. Mon copain de l'époque habite à Marseille, donc je vais à Marseille. Cette dernière année où tu peux avoir le concours en 1 an, sinon après il faut passer par le master, je dis là, non, c'est hors de question. Je ne vais pas attendre encore 2 ans d'études, etc. Donc je vais tenter ma chance, donc je vais voir pour une école privée qui fait faillite. Je sais pas, plus d'images, j'envoie des mails, j'envoie même je sais pas, un chèque de caution, enfin bref, j'ai aucun son. Donc, cette école disparaît du spectre. Le courant s'éteint. Et là, ok. Bon, de toute façon, j'ai pas d'autre option. Je regarde tout ce qui est autour de moi. La meilleure option, c'est d'aller à Marseille. Donc j'y vais, je rejoins mon copain et je me dis, du coup, je m'inscris à l'université, tu vois. Puis en fait, il y a rien qui va, quoi. Tout mon chemin est brouillé. Tu vois, le courant passe mal, quoi. Ça grésille beaucoup. Et tu le sens pas très rapidement? Ah si. Bah oui, si, mais après, tu vois, t'es là, ça va pas. Alors, tu sais, ça fait partie de la vie, des fois, de te dire, ça va pas, il faut... Tu vois, peut-être continuer, s'habituer, se battre, voilà, donc entre guillemets. Voilà, c'est ça, donc tu y retournes et puis tu vois que vraiment, t'as pas à ta place. Ouais, ok. Et moi, pour le coup, j'ai une chance, c'est que je suis hypersensible et du coup, quand ça grésille, je le sens très fort. Je suis pas quelqu'un qui va accepter que ça grésille longtemps. Et je pense que c'est ma force. Parce que quand j'en parle, etc., en fait, du coup, je suis tout le temps connectée à mes intuitions, donc je sens que c'est plus ma place, donc peut-être, je sais pas où je vais aller, mais je sais que c'est plus ce chemin. Donc parfois, tu sais, les gens vont te dire, mais c'est incroyable, parce que du coup, tu sais rebondir, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je sais surtout que je suis pas à ma place, pas au bon endroit, donc je ferme cette voie. Ça ouvre plein d'autres possibilités. Et donc, je prends le choix de partir dans une autre direction sans savoir où je vais, au début. Mais c'est une bonne alarme que tu as. Tout le monde n'a pas forcément cette chance-là. C'est important de se... parce que des fois, on a envie de se conditionner, parce que, je sais pas, nos parents, notre entourage, on s'est dit qu'il fallait, on t'a toujours seriné qu'il fallait être courageux, il fallait persévérer, etc. On t'explique pas vraiment ce que c'est ces termes, en fait, ça veut rien dire. Mais donc, du coup, tu avances aveuglément avec une perception du monde qui est un peu erronée. Et en plus, tu es très jeune à cette époque. Donc, tu n'as pas forcément certains reculs. Non, tu n'as pas de recul. Ouais. Mais bon, du coup, je pense que depuis toute petite, j'ai ce truc de quand ça grésille, quand je suis mal à l'aise, je change. Il faut changer immédiatement. Ok. Et alors, du coup, tu vas faire un CAP pâtisserie à Marseille. Exactement. Et alors, raconte-nous Australie
Marseille, Ouais. Staps, Oui. pâtisserie. Ouais. Est-ce que c'est fluide, même si c'est vraiment... Salé. Ouais. Salé, De peut-être pas sur le papier, ouais. mais salé parce qu'en Ouais. fait, l'amour m'amène à Marseille. Ensuite, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? La pâtisserie. Enfin, en fait, c'est un jeu de rebond. Et la pâtisserie est revenue comme un boomerang, hein, parce que à l'époque, en plus, c'est les macarons, etc. Donc, tu découvres. Enfin, je voyais les devantures. Moi, j'avais l'impression d'être partie qu'un an. En un an, il y avait eu un boom. En fait, il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai appris que Cyril Lignac avait commencé la télé. Il y avait des émissions qui étaient sorties. Et c'était les premières fois qu'on voyait des chefs à la télé en pâtisserie. Où la pâtisserie était nommée, était vue à la télé. Et on l'a ressenti parce que moi, l'année où j'ai commencé, donc l'année d'après, parce que l'année en cours, je ne pouvais pas m'inscrire, donc j'ai travaillé dans une boutique. L'année d'après, quand je suis rentrée, j'ai fait mon CAP, il y avait plein de filles. Ils ont dû changer les vestiaires. On était plus de filles que de garçons. Donc ça les a un peu choqués, tu vois. Parce que du coup, ils étaient là en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette frénésie autour de la pâtisserie ? C'était chouette. Donc, tu as senti le changement à plein de niveaux. Ouais, dès le début. Mais j'étais déjà, moi, dans une démarche de quête, de recherche, de changement. Donc, je voyais ça, je l'observais sans avis, mais je voyais bien que ça bougeait. Et après, ouais, quand tu as le recul, tu te dis, ouais, d'accord. Donc, je faisais partie de ces premières vagues de personnes, de femmes qui rentraient dans le métier avec beaucoup de... Il y en avait déjà, mais c'était anecdotique. Et ça dure combien de temps, du coup, cette expérience-là, pour te former ? En fait, quand tu as le bac, ça te dure 1 an. Enfin, tu fais le CAP en 1 an. Donc c'est pratique. En plus, ce qui est génial, c'est que dans plein de pays, c'est privé, c'est des écoles qui sont chères. Nous, on est payés, on est apprentis. Donc c'est assez facile de faire cette transition. Et puis voilà, après, du coup, 1 an. Et puis à Marseille, je ne sentais plus que c'était à ma place. Puis j'ai pivoté. Et je suis allée vers Paris. Et là, tu vas t'orienter vers la pâtisserie de luxe. Oui. On l'appelle comme ça ? Oui, en fait, j'ai eu la chance aussi de faire un summer camp à l'ENSP. C'était aussi un hasard des choses. Et du coup, je découvre la pâtisserie haut de gamme et je me dis, en fait, il n'y a que ça dans ma vie. En fait, j'aime la pâtisserie parce que j'aime le haut de gamme. J'aime quand ça se dépasse. Tu vois, j'expérimente la vie un peu malgré moi. J'expérimente le sport, j'adore ça. Enfin, j'évolue à de très bons niveaux dans mes 2 sports. Ensuite, je découvre la pâtisserie. En fait, il n'y a que ça qui m'intéresse. L'excellence. Et donc, ça, je ne peux pas le deviner avant. Parce que c'est la vie qui t'amène à ça, mais tu touches à quelque chose d'incroyable, tu te dis, mais c'est exceptionnel, je peux pas juste... Le prochain step, c'est pareil, évidemment. Et du coup, là, tu vas commencer à travailler au Lutetia, c'est ça ? Tu vas rentrer comme commis, puis tu vas passer demi-chef, je crois. Ouais, exactement. C'est ça. Et alors... Effectivement, tu dis que c'est un univers d'excellence, que ça te porte, comme si c'était une révélation. Mais du coup, quand tu es dans les coulisses, quel regard tu portes sur cet univers au fur et à mesure que l'expérience avance ? Non, j'adore. Je me rappelle de chaque instant. Tout est marquant parce que c'est un univers que je connais pas. J'ai personne dans ce milieu-là. Personne ne m'accueille. Enfin, j'ai une famille à Paris qui m'accueille au début pour l'arrivée. Enfin, et puis, mais après, voilà, je suis vraiment jetée dans une espèce de grande... Enfin, c'est Paris, tu vois. À la fois, c'est impressionnant et à la fois, tu te dis, de toute façon, j'ai pas le choix d'être là. Enfin, en fait, c'est évident. Et donc, j'ai commencé à regarder les hôtels qui pourraient m'embaucher parce que je pense que c'est intéressant, l'hôtel. Tu fais plein de choses. Et m'apparaît le Lutetia. Et donc, je postule. Je sais même pas si je postule à d'autres endroits. Et donc, il reçoit ma candidature et je me rappellerai. En fait, il y a plein de temps forts. Et je pense qu'à des moments, il y a vraiment mon cerveau qui prenait conscience de ce que je faisais, puisque je fais cette visite, donc il m'appelle pour faire une visite, pour rencontrer les équipes, pour un potentiel recrutement. Et le chef m'explique qu'il reçoit plein de CV et que le mien tombe dans la pile et sort du lot. Juste parce que j'ai un parcours atypique. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Parce que ça m'a marqué, je me suis dit, ah ouais, et tout, donc j'étais touchée. Puis quand j'ai dû partir à un moment donné, parce qu'au bout d'1 an, j'en avais un peu marre, je voulais autre chose, je me suis dit, cette fois-ci, par contre, mon CV ne tombera pas dans une pile, tu vois. Là, si je choisis un lieu, ma prochaine target, il va falloir que j'agisse différemment. Et donc, voilà, mais comme tout était nouveau, j'écoutais vachement avec attention. Il n'y avait rien d'acquis. Et donc, tout ce que je recevais comme information. Et donc, quand je rentre au Lutetia, je suis hyper observatrice. Je regarde cette brigade. Et je me dis, OK, j'ai jamais travaillé en brigade comme ça. Donc, c'est très hiérarchique. OK, c'est un esprit d'équipe. Je connais. Terrain connu, tu vois, puisque le sport de
Le basket notamment, c'est esprit d'équipe. Donc ok, comment ça se joue, etc. Puis après, t'es embarqué. Et ton apprentissage se fait facilement dans le sens où j'imagine que faire de la pâtisserie de luxe ou une pâtisserie, on va dire, plus conventionnelle, c'est peut-être un peu différent en termes de technicité, d'approche ou de créativité et même peut-être aussi de rythme et de pression. Comment tu traverses en fait cette transition vers ce monde-là? Avec évidence. Enfin, je sais pas. J'adore. J'avais visité quelques labos justement à Marseille. J'avais une copine qui travaillait dans un labo de pâtisserie et je me sentais pas du tout à l'aise. Enfin, c'était petit, c'était sale. Enfin, je sais pas sale au sens pas sale, mais c'était étriqué. Je me sentais pas du tout dans cet environnement. Donc du coup, ça m'a confrontée à ce que c'était la pâtisserie de boutique. Une petite pâtisserie, c'est une petite pâtisserie, mais c'était comme je me sentais pas dans mon environnement. C'est normal, tu vois que tout, tu sais, quand tu es un pâtissier, ça fait des années que tu as ta boutique, c'est normal. Mais moi, je connaissais pas. C'est vraiment mon ressenti sur le moment. Tu vois, j'étais tout à fait novice. J'avais des yeux d'enfant et je me rappelle de ces yeux, tu vois. Et c'était trop bien parce que, tu sais, ils lavaient leur poche, donc tu sais, c'était recyclé, etc. Mais tu vois, je me disais, mais la façon dont c'était fait, dont ça pendouillait, dont c'était, enfin, un peu. Il y avait l'absence d'une esthétique qui te tenait à cœur. Ouais, peut-être. Et puis, le fait que c'était petit, étriqué, et puis chacun travaillait les uns à côté. C'était pas mon environnement. Et c'est ça que j'ai ressenti. Mais il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de jugement de valeur, parce que j'adore en plus les petites boutiques, etc. Mais sur le moment, c'était vraiment ce qui m'a traversée. Et donc, quand j'ai découvert les grands espaces, les grands labos, les grandes brigades, j'ai adoré. Là, ça donc, t'a illuminé, oui. Ouais, je me sentais en tout cas dans mon corps me disait, c'est bon, t'es au bon endroit, tu vois. D'accord, à nouveau, oui. Voilà. Puis voilà, après, c'est les humains. Et là, par contre, tu découvres aussi la pression. Tu découvres une brigade, tu découvres un ordre, ce qui me plaît beaucoup. Mais par contre, l'ordre, quand il joue de ses pouvoirs ou quand il joue avec un management pas à la hauteur, ça va m'énerver. Donc c'est ça aussi ça va me plaire, mais à des moments, en fait, je vais me dire, c'est plus possible. De recevoir une pression inutile, au lieu de tu vois, d'engager les gens vers un projet, de les motiver, ça. Il n'y a aucun management. Les gens sont nuls, mais pointés, 0 pointés, ils ne sont pas formés. Et moi, ça va me toucher. Je vais dire, mais attends, c'est quoi cet environnement, tu vois? Donc ça va être ça pendant les années de l'UTSIA et du Meurice. Quand je vais rentrer au Meurice, dans l'équipe de Cédric Grolet, où je vais me rendre compte, je dis, mais c'est quoi cet environnement? Parce que tu veux de l'excellence, très bien, mais là, il n'y a pas d'esprit d'équipe, en fait. C'est bizarre, en fait. Ça me plaît pas parce que c'est pas ce que j'ai connu dans le sport. Et donc, très vite, je vais me dire, l'univers des palaces, ça va pas me plaire, ça va pas continuer. Je me serais bien vu évoluer. Pour évoluer, il faut passer des années à un peu être auprès du chef, faire ce qui lui plaît pour qu'un jour, tu espères pouvoir monter en grade. J'ai pas le temps pour ça. Et pour toi, qu'est-ce qui explique qu'il peut y avoir cette pression qui finalement n'est pas constructive? C'est que les palaces eux-mêmes mettent trop de pression et donc du coup ça infuse négativement ceux qui sont les faiseurs ou c'est... Non. Je pense que dans notre formation initiale, il nous manque plein de choses. Plein de choses. Et c'est aussi pour ça que mon projet futur, c'est d'ouvrir mon école en ligne. Parce que j'ai envie de toucher un max de personnes, beaucoup de gens, et j'ai envie d'aller chercher et d'amener... En fait, après, j'aurai mon propre cadre, mais il y a plein de choses qui manquent. Il y a plein de choses. C'est des gens, aujourd'hui... Un chef, aujourd'hui, il a un pouvoir exceptionnel, mais il ne s'en rend pas compte. Il va aller acheter des produits, tu vois, il va s'engager politiquement parce qu'il va acheter des produits auprès de producteurs. Bon, bref, tout ça, déjà, c'est tâche numéro 1, faire entrer des produits, lesquels? Avec quel humain, quel producteur, etc. 2, tu vas former des équipes toute ta vie. Donc, tu vas leur infuser des valeurs, tu vas leur apprendre la vie sur plein d'aspects. Comment manager, comment créer, comment... je sais pas, quelle valeur tu mets dans ta pâtisserie, comment toi tu as envie de... Est-ce que c'est juste du beau? Est-ce que c'est y a d'autres choses derrière? Et puis tu vas vendre à une clientèle. Et aujourd'hui, tu es médiatisé. Et aujourd'hui, on te donne la parole sur toutes les sphères. Et en plus, tu t'associes maintenant avec même des marques de luxe, parce que les marques de luxe trouvent que ça fait donc, du bien à la marque. Donc l'impact est énorme. 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 Et du coup, j'imagine, mais peut-être que tu vas me contredire, qu'on n'enseigne pas le management en CAP pâtisserie. Bah non, pas du tout. Pas du tout, mais comme plein de choses. On t'enseigne juste le métier technique. Mais ça, je pense que c'est... Alors, je sais pas comment ça se passe, on en parlera peut-être aussi après, parce que tu vis aux États-Unis. Ouais. Et les États-Unis, c'est un pays qui est
très ambivalent. Il y a beaucoup de choses positives et beaucoup de choses critiquables. Mais il me semble plus ouvert sur ce point. C'est-à-dire qu'en France, j'ai l'impression qu'on forme des très bons techniciens. Tu vois, je pense à la médecine aussi, par exemple. Un médecin, dans un hôpital, va prendre des responsabilités, va gérer une équipe. Et en fait, les médecins ne sont pas du tout formés au management pendant les études de médecine. Donc en fait, on forme des très bons praticiens, des très bons techniciens, mais j'ai l'impression qu'on oublie toute la dimension humaine qui embarque en fait une vie. Oui. C'est quelque chose, toi qui vis aux États-Unis maintenant, que tu trouves différent outre-Atlantique ? 100%. Ah ouais ? 100%. Mm. L'humain est considéré toujours au cœur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, dans quelques jours, il y a la sélection France pour la Coupe du Monde de pâtisserie. On a un rendez-vous et on doit faire un retour sur l'expérience parce que moi, j'ai été à la sélection US et j'ai plein de choses à leur ramener. Parce que j'ai vu plein de choses qui sont pour eux de manière... C'est paraît évident, des petites choses qu'ils ont instaurées dans la compétition et pour déjà dire, vous êtes là pour la sélection, vous ne serez peut-être pas pris. Mais en fait, vous faites déjà partie de la famille. Et il y avait déjà cet esprit, tu vois, de team. Et individuellement, comment tu t'es senti dans le concours ? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer ? Si tu reviens, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Et il y avait déjà, tu vois, cette introspection à chaud. Et on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc, ça, j'ai envie de l'amener. J'ai envie qu'on l'infuse et qu'on le partage pour toutes les équipes nationales dans le monde entier, parce que moi j'ai mon exemple français, mais je sais pas comment ça se passe en Asie, tu vois. S'ils sont pareils, tellement difficiles, tellement durs, qu'il n'y a que la technique qui compte, et si t'as pas remporté, t'es pas sélectionné, t'es plus rien, et tu vas falloir trouver énormément d'énergie et de motivation après un échec, entre guillemets, pour revenir. Alors que ça se trouve, cette pépite, elle serait très bonne dans 4 ans. Donc ouais, c'est vrai, mais je pense que ça manque dans tous les domaines. Et l'humain. Et je pense qu'aux États-Unis, on est avancé, mais on est à quelques années-lumière. Même, tu vois, depuis la petite enfance. Depuis, moi, mes filles, elles sont à l'école, je le vois dans la manière d'aborder l'éducation, d'aborder l'enfant. Ouais, c'est très intégré. Ouais. Mais du coup, alors c'est marrant que tu dises ça parce que j'écoutais le fondateur, enfin celui qui a créé Siri, qui disait que à l'inverse, donc on te donne beaucoup confiance en soi et on met beaucoup en avant l'humain dès le début à l'école aux USA, en tout cas dans certaines écoles. Mais par contre, peut-être que la théorie, la technicité est moins intégrée. Donc il y a sûrement une bonne combinaison à faire entre l'esprit français et l'esprit américain. Ouais, je pense que nous, en France, notre force, c'est l'excellence. Du coup, par cette méthode-là, on valorise l'excellence, la technique, l'ultra technique. Et donc, du coup, on pousse ce vice. Mais du coup, on délaisse plein d'autres choses, ce qui est dommage. Mais donc ceux qui arrivent, ceux qui ont l'esprit d'entreprendre, ou de compétition, ou qui ont été challengés, du coup, en France, ils vont pas se laisser abattre par, finalement, un mauvais management, etc. Ils vont tracer leur route. Et avec cette notion d'excellence, de dépassement de soi, donc on peut créer des profils très pointus. Et donc, c'est vrai que la combinaison des deux est importante. Donc on pourrait dire que Johanna Le Pape a plusieurs courants alternatifs, mais aimerait que des courants se rencontrent. Ah oui, et d'ailleurs c'est le nouveau monde ça. Ouais. Les expertises se rencontrent, les courants se rencontrent, parce que là on crée les nouveaux systèmes. Et alors, je reviens sur une étape que tu as abordée, puisque tu disais que tu as rencontré l'équipe américaine de pâtisserie, c'est ça ? Oui, on a sélectionné l'équipe américaine. Ouais. Alors toi, tu as été international aussi, tu as rejoint l'équipe de France de pâtisserie. C'était en 2014, oui. C'est ça ? Oui. Alors déjà, petite curiosité, comment on se fait sélectionner et ça ressemble à quoi une équipe de France de pâtisserie ? Alors, c'est un hasard parfait. En fait, tu sais, écoute, je suis dans ma petite chambre, tu te rappelles quand je te parle de l'UNSP, je fais cette formation et puis moi je connais personne à Paris. Et là, je tape des mots-clés sur Internet parce qu'on n'est pas encore à l'ère de tout ce qu'on a aujourd'hui en réseau social. Et donc, je tape pâtissier, Australie, etc. Parce que mon ambition, moi, puisque je fais ma formation en plus de l'UNSP, c'était tout en anglais. Donc, c'était bien parce que ça me permettait de me dire, après cette formation, je peux partir à l'étranger. C'est ce que j'ai d'ailleurs tenté. Je suis partie aux États-Unis à un moment donné, et puis après le concours, justement. Et puis, c'était trop tôt encore. Mais en tout cas, j'écris ce petit mail et je tombe sur un profil Bruno Pastorelli. Je ne sais pas qui c'est, mais il sort en tête de gondole quand je tape pâtisserie Australie, sûrement parce qu'il avait fait une démo. Je lui écris et là, il dit « Je comprends rien à votre mail, mais en gros, mon profil devait lui
paraître assez saugrenu et en tout cas la démarche courageuse. Donc il m'appelle, il me dit bon c'est quoi? Et je dis bah voilà chef, je suis là, j'ai envie d'aller là, je viens de ce monde-là. Donc, profil atypique. Encore une fois, une femme au profil atypique qui a envie d'y aller, ça plaît. Je pense, tu vois. Et donc lui il se dit ok bah écoute, envoie-moi ton CV, je l'envoie après les vacances à tous mes copains parisiens. Et je vois dans la boucle Christophe Adam, Christophe Michalak, etc. Donc et en fait, ma première vraie expérience, on va dire, si on peut la nommer, c'est avec un chef qui va se retrouver en région parisienne. Et ça va très mal se passer. Donc je ne vais même pas rester, donc je vais partir. Mais cette rencontre-là m'a permis ce premier jet, ce premier rebond. Et mon arrivée à Paris. Et puis en fait, en me disant, en fait, c'est pas du tout ça que je veux. Et du coup, les palaces, les hôtels vont beaucoup plus me plaire. Et en fait, cette personne va rester dans mon giron. C'est presque ma première bonne étoile dans ce métier. Une de mes premières bonnes étoiles, en tout cas. Et lui, il travaille à DGF. Il a créé un concours qui s'appelle le Mondial des Arts Sucrés. Son objectif, c'était de faire rentrer, très ambitieux et très visionnaire, de faire que les femmes, un jour, rentrent et fassent le MOF, les meilleurs ouvriers de France. Très visionnaire parce que les femmes, il n'y en a pas beaucoup, etc. Mais c'est vraiment... Et avec Jean-François Langevin, il monte ce concours. Et donc, la condition, c'est que ce soit un homme et une femme qui forment l'équipe. Donc, des hommes, ils en trouvent plein, mais des femmes, pas du tout. Et donc, du coup, il va me remettre dans la boucle en me disant « Écoute, Johanna, t'en es où ?» Et il va me suivre dans mon parcours. Il va voir que j'ai arrêté avec le premier chef avec qui j'étais en lien, avec qui il m'a mis en relation. Je commence au Lutetia, il me suit. Et finalement, au Lutetia, il me dit « Écoute, là, on a un super jeune. Et il n'y a pas de binôme, donc est-ce que ça t'intéresserait ?» Donc, ok. Alors, je te mets en lien avec les coachs. Et puis, en fait, mon premier rendez-vous, ça va être à l'Élysée, puisque c'est le chef de l'Élysée, donc Régis Ferret, qui va me recevoir, parce que c'est le coach de Bastien Blantailleur, qui va donc, qui veut se préparer au concours. Et lui qui a les compétences, qui a peut-être 10 ans d'années d'expérience, puisque moi, j'ai 25 ans à ce moment-là. Et je pense que lui, il a commencé comme beaucoup de jeunes, tu vois, à 15 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Donc lui, il est hyper prêt et moi, je suis là, mais moi... alors du coup, tu sais faire quoi? Moi, j'ai rien à vous montrer. Enfin, je suis hyper motivée. Par contre, je vais exécuter tout ce que vous allez me demander, mais je suis hyper motivée par ce concours et on y va. Ça démarre comme ça, tu vois. C'est pas du tout écrit dans le marbre. Et donc, en fait, on va arriver 2e à cette sélection et au bout d'un mois, la fille qui avait gagné, moi qui étais suppléante, en fait, je prends sa place. Ok. Voilà. Et je me retrouve catapultée au Meurice dans l'équipe de Cédric Grolet au même moment en équipe de France. Un hasard pur. Mais quand je réalise ça, ok, j'en pleure et je me dis ça va changer. Tu sens que ça va changer ma carrière. Mais tu vois, parce qu'encore une fois, je pense que j'avais montré que j'étais très motivée, que rien ne me faisait peur. Et quand j'ai découvert en plus qu'il y avait de la compétition dans le monde de la pâtisserie, avant même qu'on me contacte pour le mondial, j'avais même déjà postulé pour d'autres concours. Déjà, j'avais trouvé ça incroyable. Et je me dis, mais c'est sûr que... ça me mettait des petits papillons dans le ventre, tu vois. Donc je m'étais dit, mais c'est génial, quoi. Je me retrouve de nouveau dans un milieu très compétitif. Mais c'est surtout l'idée d'augmenter ses compétences. Oui, de se dépasser. De se dépasser, toujours. Toujours. Et quelle a été ton émotion le jour où tu as gagné la Coupe du Monde ? C'est assez marrant, mais c'était incroyable. Déjà, en plus, ce qui était... Bon, ils annoncent le 2e. Bon, quand ils annoncent le 2e, on sait qu'on gagne, tu vois. Donc, quand ils annoncent le Japon 2e, c'est là que t'as le... Mais tu peux pas crier. Ils auraient dû dire le premier. Enfin, je sais pas après comment, parce que du coup, 3-2-1, bon, après, parce que tu savais un petit peu ce qu'on avait rendu, mais on sentait que c'était nous. Enfin, moi, je sentais que c'était... Si le 2e, c'était le Japon, bon, on savait qu'on passait. C'était dingue. Et en même temps, c'était... En fait, c'était fou. Et en même temps, je pense que j'avais les pieds quand même bien ancrés parce que j'étais consciente que je n'avais pas toutes les compétences. J'étais toute jeune. Et donc, c'était vertigineux. D'ailleurs, j'en ai fait un burn-out parce que je me suis mis tellement de pression par rapport au titre que du coup... Puis j'ai continué, en fait, tu vois, avec ce titre-là, de vouloir l'excellence. Donc, à un moment donné, j'ai brûlé mes ailes. Et donc, en fait, c'est un surmenage que tu as connu ? Ouais. Mais je me mettais beaucoup de pression. C'était pas parce que je travaillais beaucoup, parce que ça, c'est pas un problème. Mais parce que je me mettais une pression de malade. C'est-à-dire que tu réfléchissais aux conséquences de plein d'actes. Enfin, qu'est-ce qui se passait dans ta tête pour... Syndrome de l'imposteur. Après coup, c'était complètement ça. Parce que du coup, je me sentais pas légitime. Enfin,
j'avais pas l'assise de 10 ans d'expérience, tu Mais vois. bon, pourtant, tu avais des belles signatures derrière toi, des Ben, gens qui te faisaient confiance. Ouais, mais sur le moment, j'étais quand même... Non, j'étais très jeune. Et je Donc vais tu t'es vraiment... brûlé les ailes, tu penses un peu Ah oui, Ouais, bien ouais. sûr. Parce que du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je rentre chez Ducasse. Donc ça, c'était une très bonne année parce que j'étais chef formatrice. Mais après, je m'ennuie vite. Donc je vais me lancer à mon compte. Enfin, tu vois, encore pareil, toujours la même chose, mais je m'ennuie vite. Donc j'ai l'opportunité de me lancer à mon compte. Et donc en 2015, je me lance, tu vois. Mais c'est très rapide. Moi, je commence la pâtisserie en 2011, tu vois. Donc c'est que des sauts de puce, tu vois. Mais par contre, intense, tu vois. Quand je vis le Lutetia, je suis intensément au Lutetia. T'es à fond Quand je dans vis l'instant le présent. Meurice, je suis intensément au Meurice. Par contre, quand Johanna s'est terminée, là... Bah, même mon burn-out, je l'ai fait de façon un peu rapide. Mais bon. Non, mais parce que, bon, déjà, j'ai pas pris de médicaments, peut-être ça qui a soit pris du temps, soit pas pris beaucoup de temps, mais ça m'a pris 2 ans. Mais j'ai continué à bosser, tu C'est vois. long quand même. Ouais. J'ai continué à travailler. J'ai pas fait le burn-out où tu restes cloué au lit. Par contre, oui, c'était quand même un vrai burn-out, tu vois. J'ai brûlé l'intérieur, j'avais de l'eczéma partout, j'étais stressée, je pleurais tout le temps. Enfin, bon, bref, le craquage, tu vois. Et en fait, c'est vraiment la sensation d'être dans un train. Bon, moi, je l'ai vécu comme ça. Et le train va très vite. Et tu sais pas, il y a pas... Sur le tableau de bord, il n'y a pas de train, il n'y a pas de frein. Il n'y a rien. Et t'es là. Et en fait, tous les jours, tu te réveilles et t'as l'impression de ne plus avoir le contrôle, donc tu fonces dans le mur. T'essaies de solliciter un petit peu d'aide à ce moment-là, Non. par exemple, de professionnels avec lesquels tu travailles, Non. ou ça peut être tes proches. Non, t'es vraiment dans une espèce de tunnel. Ouais. Avec le recul, tu l'aurais géré différemment, ou c'est juste que, bon, Non. en fait, c'est pas possible, on est embarqué. Et... Non. Non, il fallait que je passe par là. Et donc, du coup, bon, je dis pas que tu renais tes cendres parce que... Si. Ouais. Oh, si. Ok, Ah, si. d'accord. Ouais, ça brûle, hein. Ouais. Ouais. L'eczéma, tu vois, la peau qui brûle. Si, c'était... Et on renaît de ses cendres. Parce que grâce à ça, j'ai tout posé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous dans ce métier ? Parce que, encore une fois, à 100%. Moi, je suis quelqu'un, je pense qui... Mais du coup, avec le temps, je me suis rendu compte de ça, mais il n'y a pas de place au masquage, au maquillage, à l'esbrouf. Tu es très authentique. Très authentique. Et c'est marrant parce que c'est quand je suis arrivée aux États-Unis qu'on me l'a dit plein de fois. On m'a dit, c'est marrant. On me l'a dit à d'autres moments, mais là, je m'en suis vraiment rendu compte. Et on m'a dit les mots de façon assez intense où je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et ça caractérise ma personnalité. Ce qui fait que quand ça va pas, mais il n'y a pas de masquage. Je cache rien. Je suis à 100% dans ça va pas. Donc, qu'est-ce que je fous dans ce métier qui me rend malade ? En gros, c'est ça. Et donc, il n'y a pas c'est pas un burn-out. Non, je me sens pas. Non, c'est un burn-out. J'ai dit tout de suite, ça va pas. Par contre, à moi-même, je sais pas si j'étais très honnête. Enfin, je sais pas si je parlais comme ça à ce moment-là aux gens. Mais en tout cas, à moi-même, c'était très clair. Oui, tu le sentais. Et ça, d'ailleurs, c'est super important quand on traverse, je pense, ce genre de situation, c'est quand même de très rapidement détecter. Oui. Ah oui. Mais très vite, j'ai dit, tu vois, je me rappelle de l'avoir dit. Mais par contre, c'est vrai que quand ça va pas, je suis pas du tout quelqu'un qui va exposer. Tu vois, quand j'entends les gens qui parlent de leurs problématiques, qu'ils traversent à l'instant T et qu'ils en parlent ouvertement sur les médias, moi, je pense que j'ai une pudeur naturelle. Genre, ça regarde personne, en fait. Bien sûr, ça relève. Mais maintenant, je me rends compte que ça peut aider plein de gens de se confier. C'est un mix à trouver entre le partage et le respect de ton intimité. Je le partage, mais après. Et sur le moment, je vais pas du tout l'exposer. Ok. Voilà. Alors, tu renais de tes cendres, et là, tu te dis, faut que je fasse autre chose. Pâtisserie, bien-être. Et là, il y a quelque chose qui se crée. Est-ce que tu peux nous raconter ? En fait, c'est marrant, parce que ça va... Donc, du coup, je me pose la question, qu'est-ce que je fais dans ce métier ? Ça va pas. Je peux tout arrêter, en fait. Mais du coup, c'est bizarre d'avoir gagné ce concours, etc. C'est quoi cette histoire c'est quoi ce parcours de vie, tu vois ? Donc, le sport, la pâtisserie, maintenant, ça va plus. C'est quoi le prochain chapitre ? Je veux encore ouvrir une nouvelle porte. Moi, c'est OK, tu vois, mais... en tout cas, là, je vais pas bien. Et en fait, une journaliste va m'appeler. Elle va me dire, voilà, j'aimerais t'interviewer pour... t'interviewer, point. On se rencontre à tel endroit. Et puis là, elle me dit, voilà, bon, mon sujet, ce serait la place de la femme. Tout de suite dans mon corps, tu sais, moi, comme c'est tout dans le corps que ça se passe, je suis là, oh là 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 là. Non, mais, thématique revue et revue, déjà, ça me saoule. Enfin, je veux dire, moi, j'ai envie de trucs qui changent, quoi, tu vois. Et en plus, moi, j'ai rien à te dire. Enfin, tu vois, je vais pas commencer à inventer des histoires. C'est dur pour tout le monde, homme ou femme. En pâtisserie.
Je sais que la cuisine, et je sais aussi qu'il y a des pâtissiers horribles et qui font des choses horribles. Hein. Après coup, je l'ai su, parce que moi, sur le moment, je ne savais pas tout ça. C'est sorti après, hein, tous les problèmes, tous les scandales. On savait qu'en cuisine, il y avait des chefs qui étaient très violents. Oui. On entendait des choses. Ça, c'est depuis longtemps, ça. Moi, à l'époque, j'entends, mais j'ai aucune preuve. Et on dit, je le sais, je vois les chefs, c'est des tarés. Tu vois, il y en a plein, c'est des fous. Mais parce que c'est l'excellence qui les pousse à ça. Je pensais pas, à ce moment-là, que c'était parce que tu étais une femme. Très ignorante de cette question, hein, parce que je pense que c'est vraiment, et ça d'ailleurs, c'est un truc que je dis souvent, c'est très tardivement que je me rends compte de tout ce que les femmes ont subi. J'ai l'impression d'avoir grandi dans un espèce de... Ou alors, j'ai grandi au bon endroit, hein, sûrement, parce que j'étais préservée. Parce que la femme n'était pas un problème pour moi. Enfin, tu vois, j'en étais à égalité. C'est très, très tard dans mon parcours que je me rends compte. Et c'est encore quelque chose qui me... C'est tellement... Enfin bref, c'est un autre sujet, mais c'est quelque chose qui me dépasse complètement. En tous les cas, du coup, pour moi, non, les chefs sont durs, point. C'est pas une question de sexe. Donc la place de la femme, tout ça, bon, j'ai rien à te dire. Donc je trouve le sujet barbant. Et je lui dis... elle me dit, bah, c'est quoi? Tu aimerais te parler de quoi? Et je lui dis, on pourrait parler de ce que va être le futur de la pâtisserie. Quand je lui dis ça, j'ai pas du tout prémédité, tu vois, ça vient comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Et d'un coup, elle me dit, ok, mais c'est quoi? Et bah pour moi, la pâtisserie, dans l'avenir, elle sera plus saine. Je lui dis ça comme ça. Mais je savais même pas que j'allais lui dire ça. Je veux dire, j'avais même pas pensé à ça. C'était même pas venu dans ma tête à ce moment. Mais en fait, par rapport à ce que je traversais, c'était venu comme un truc qui m'avait traversé. Un courant, tu vois, un courant lumineux. Moi, j'appelle ça le courant lumineux. Donc, l'aura, tu vois. L'aura, c'est un courant lumineux. Et ben du coup, c'était vraiment ça qui m'est traversé. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé l'atelier Oraille à Neuilly, tu vois, parce que courant lumineux, j'avais donné cette définition. Donc, tu vois, on est dans ces courants d'énergie que j'adore. Et donc, je rentre à la maison, texto, François était à la maison, donc mon copain, mon mari maintenant, et je lui dis, oh, mais vraiment, c'est comme si j'avais vu Jésus, tu vois. J'arrive et je lui dis, il s'en rappelle de ce moment, et il me dit, tu te rappelles ce moment où tu es rentrée à la maison? Tu vois, ça l'a marqué. Je lui dis, ça y est, c'est ça. C'est la pâtisserie plus saine, bien-être. Je sais pas comment je vais l'appeler, tu sais. J'étais comme, c'est ça l'avenir. C'était ta révélation. Révélation. Le plus beau cadeau. Donc après, l'article n'est jamais sorti, puisque je pense que, en fait, j'ai rien pu lui raconter, tu vois, là-dessus, mais je lui ai juste dit ça. C'était mon cadeau. C'était mon cadeau. Tu vois, après, avec le recul, tu dis, elle est arrivée dans ma vie avec un sujet tellement nul, à mon sens, mais tiens, c'est pas nul ce sujet. Mais pour moi, à ce moment-là, j'étais tellement loin de tout ça et ça m'avait énervée qu'elle m'amène avec un sujet aussi bateau. Enfin, c'est pas bateau, mais tu vois, en fait, c'est juste que moi, dans ce qui se jouait dans ma vie à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé dans mon corps. Mais c'est pas bateau du tout. Mais dans mon corps, moi, c'est ce qui se passe. Donc, c'est ce que je dis. Et à ce moment-là, ça m'énerve parce que c'est pas ça que j'ai envie qu'on traite. J'ai envie qu'on traite de comment on change le monde, comment on passe à autre chose, comment on innove, comment, tu vois. Parce que là, ça va pas, en fait. Ça va pas pour moi, tu vois. Donc, je le prends pour moi. Et donc, c'est ça. En fait, c'est marrant. Et en fait, je trouve ça intéressant de le partager vraiment comment ça se passe tu vois, de façon très authentique. À ce moment-là, en moi. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Oui, bien sûr. Et qui ne s'autorisent pas à faire exister ça, et qui disent, ah non, mais attends, je peux pas dire ça, je sais pas, faudra jamais que je dise ça, c'est un sujet. Mais oui, non, mais dans ton corps à ce moment-là, parce que ça fait écho à ce que tu traverses personnellement, ça n'est pas, on ne faut pas tout mélanger. Donc il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. C'est important. Ouais. Alors. Cadeau. Révélation, cadeau. Cadeau du ciel. Et désormais, révolution. Révolution. Et alors, tu fais plein de choses, on va en parler, mais j'aimerais mettre l'accent sur une très belle réalisation. Tu as publié un livre qui s'appelle Révolution Pâtisserie, donc je le montre à l'écran pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui. C'est un très beau livre. Le livre de référence pour une pâtisserie saine, toutes les alternatives, indice glycémique bas, sans gluten et végétal. C'est un énorme travail, j'ai l'impression. J'ai lu quelque part que tu disais que c'était 8 ans de recherche, parce que tu recenses, en fait, ce n'est pas qu'un livre de recettes, c'est un livre où tu recenses énormément d'ingrédients pour une pâtisserie saine et tu expliques tout ce qui se passe, tout ce qui procure. Donc c'est un énorme travail de recherche. Pourquoi tu as voulu faire ce livre ?
il m'a paru évident dans mon parcours à un moment donné, parce que tu sais, tu parles de pâtisserie saine à tout le monde et personne ne comprend rien. Les gens d'ailleurs sont très sceptiques parce que pâtisserie saine, ça ne veut pas dire grand-chose pour eux. Et même si ça les intéresse, ils ont besoin qu'on définisse le terme. Et je me suis dit oui, parce que quand moi j'ai commencé, je me suis dit je peux pas... J'ai vu tout de suite les courants, IGBA, vegan, etc. J'ai dit c'est très bien. Mais c'est pas ça que je veux mettre. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. Parce que ça me parle pas, parce que ça peut pas être que ça. Et parce que j'ai envie d'amener quelque chose de plus grand que ça et d'inclusif. J'ai envie que tout le monde puisse, dans cette nouvelle dimension de la pâtisserie, s'exprimer. Et que personne se sente à l'écart. Pas parce que moi je suis pas sans gluten, ça me parle pas, ou parce que moi je suis très végétale. J'ai dit il faut que j'amène quelque chose de très nouveau. Mais c'était longtemps, ça, c'est des recherches, c'est de m'intéresser. Et donc, c'est de sortir de métier de la pâtisserie, c'est de se former auprès des nutritionnistes, des médecins, de comprendre comment eux, dans leur... En fait, je me dis, mais c'est incroyable, parce que nous, dans notre petit précaré, on fait notre pâtisserie, etc. Et en fait, il y a plein d'expertises qu'on n'inclut pas. Donc, on est ignorant de tout. Alors, la nutrition, on n'y connaît rien. Encore une fois, un truc... Enfin, je veux dire, dans les métiers de bouche, on t'apprend la technique, on t'apprend pas à comment nourrir les gens. Il y a un problème, quand même. Bon, bref... Donc, nouveau monde, tu vois, qu'on est en train de créer. Mais donc, donc c'est très bien, parce que du coup, territoire de jeu extraordinaire. Donc, je me dis, OK. Donc, j'étudie, je sors de la pâtisserie, et puis je reviens avec des piliers forts, en me disant, OK. Et donc, 5 piliers, au début 4, puis 5. Et un jour, je les présente, et quelqu'un me dit, mais tu sais, si tu les mets dans cet ordre-là, ça fait le mot désir. Et là, je suis là, mais c'est magnifique, ce que tu me dis, c'est un cadeau, est-ce que je peux l'utiliser? Il me dit, bien sûr. Et encore un cadeau, et donc du coup, voilà, ça fait donc diversifier, équilibrer les sucres pour baisser l'indice glycémique, mieux sourcer, donc sourcer, innover et recycler. Pour avoir finalement une approche nouvelle et beaucoup plus inclusive. Bien sûr, globale. N'importe qui tu sois, en fait, tu peux y rentrer, en fait. Et tu peux t'intéresser, et surtout quand je me suis dit bah là il faut qu'un ouvrage sorte, ça peut pas être un petit ouvrage, il faut que ce soit une bible, quelque chose qui soit puissant et qui explique la démarche, qui explique les contours de cette pâtisserie saine, et qui du coup donne de l'information mais et de façon ludique. Donc il y avait vraiment cet enjeu de pas arriver avec une espèce de gros bouquin imbuvable, et donc ma graphiste Coralie qui est extraordinaire, Coralie Chaffanjon, que j'adore et qui m'accompagne depuis... C'était la première rencontre, une des premières rencontres avec une graphiste qui m'accompagne sur tous mes projets aujourd'hui. Je ne peux pas, elle fait partie intégrer de mon identité, de mon énergie, et donc du coup elle infuse en tout, et son travail exceptionnel. Mon photographe qui est aussi incroyable, Nicolas Bourriette, on va avoir une connexion, une fusion ensemble sur la façon dont on shoot les desserts, les produits, et avec une grande liberté, il me laisse beaucoup m'exprimer. Et la chance aussi avec Flammarion d'avoir l'opportunité du coup d'éditer ce livre, avec Anne qui m'accompagne aussi dans ce projet, et du coup une équipe qui devient fidèle et avec qui tu peux écrire du coup extraordinaire. Une très belle histoire qui va sûrement se poursuivre. Alors j'ai l'impression qu'avec toi la boucle ne sera jamais bouclée, mais je trouve que ce qui est super intéressant dans ce livre, quand on voit aussi ton passé de sportif, ton parcours, etc., je trouve que c'est une belle synthèse aussi de vie, parce que c'est santé, société, environnement et cette passion pour le goût. Donc c'est vraiment... En fait, j'ai compris un truc, c'est que là, aujourd'hui, on passe dans un... Donc déjà, je suis très spirituelle. Donc c'est pour ça que des fois, je parle de, tu vois, aura et courant lumineux, etc. Bah oui. Puis c'est comme si tu avais vu Jésus, c'est la Bible de la pâtisserie. Ouais, donc, ouais, tu vois, il y a un truc très, très religieux. Alors, pas religieux, mais très spirituel. Très spirituel. Ouais. 100%. Je ne l'ai jamais caché, j'ai toujours dit très ouvertement. Je suis hyper libre là-dessus. Et si ça parle aux gens, tu vois, qui se disent, je suis appelée, j'ai mon intuition qui me dit que, mais allez-y, tu vois. Et c'est aussi ces porte-parole de ça, c'est-à-dire, je trouve dans une société en France qui n'ose pas assez. Enfin, il y a des gens qui osent et qui font des choses extraordinaires, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il y a plein de gens qui ne s'autorisent pas encore. Et je crois que là, on est poussé, d'ailleurs, c'est un peu l'apocalypse en ce moment, donc on est... tu vois, encore un terme assez intéressant, mais c'est le chaos. Donc du coup, dans le chaos, souvent, on est confronté à toucher nos limites et à se dire, en fait, on n'a plus le choix. Et donc des fois il faut... Souvent dans les crises d'ailleurs. Dans les crises, ouais, exactement. Mais donc du coup, soit c'est une crise personnelle qu'on traverse parce que le décès de quelqu'un ou un choc, etc. Ou voilà. Soit une société complète qui commence à se mettre en crise. Et donc il y a un mouvement collectif. Et là, c'est ce qui se passe. Et moi, j'ai envie d'aider ce collectif vu que ça fait déjà 10 ans que je travaille sur ces questions-là, moi, mon objectif, c'est de transformer le système. Et les systèmes dans le monde entier, j'ai envie de ça. Ça, c'est mon grande ambition. J'ai toujours cette intuition que j'allais aller là-dedans, mais depuis que je suis aux États-Unis, j'ai eu toutes les visions.
Et donc là, je me dis maintenant, l'objectif pour moi, c'est plus d'aller consulter les gens, comme je l'ai fait, du consulting, etc. C'est d'aller former les gens à faire ce pas de côté. Il y a plein de gens qui veulent faire des side projects, donc des projets sur le côté, de dire je suis attirée par l'alimentation, par la pâtisserie, j'ai envie de développer des goûters pour les enfants, j'ai envie de développer des goûters pour les sportifs. Aujourd'hui, c'est que industriel. Les pâtissiers dans les pâtisseries ils ne développent pas ça. Mais il y a des nouveaux segments qui doivent rentrer dans la pâtisserie. On doit révolutionner à tous les niveaux. Et donc, si tu formes les chefs, si tu formes les institutrices, les coachs, les assistantes maternelles, n'importe qui, à un moment donné dans sa vie, se sent attiré par la pâtisserie, mais avec un impact, c'est-à-dire qu'il veut faire de l'impact, tu te dis, OK, il faut qu'on crée une plateforme, une école en ligne où tu peux venir te former au métier, puis à tout ce qui va être annexe, comment monter un potager en permaculture, comment structurer un laboratoire, sur le plan de l'hygiène, sur le plan, etc., la marche en avant, etc., des choses très techniques où tu te dis, il n'y a que au CAP que je dois apprendre ça pour pouvoir un jour être légitime à ouvrir. Non. En fait, tu peux monter tout de suite. Et donc, je me dis, il y a une urgence aujourd'hui à former les gens. Parce qu'il y a, dans le monde entier, il y a des gens qui veulent faire des projets, mais qui n'ont pas la compétence, pas la connaissance. C'est quand même un pas de côté où j'ai étudié énormément les farines, comment tu fais de la pâtisserie végétale, comment tu pâtisses avec un IGBA. Et c'est global. Donc, en fait, je me dis, j'ai la connaissance maintenant. Il faut que ça... Pour moi, c'est un trésor. Je trouve que c'est un trésor que je suis allée chercher. Et maintenant, il faut que le diamant brut se disperse, se polie, se disperse à tout le monde. Et que je l'offre au plus possible, au plus grand nombre. Donc là, je suis habitée par cette énergie. Et là, parce que tu sais, je suis extrêmement touchée par ce qui se passe en ce moment. Mais je reste dans une énergie d'amour et de joie. Tu vois, parce que je pense que qui n'est pas touché alors je ferme vraiment beaucoup de médias parce que je ne peux pas, en fait, voir l'horreur de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Par contre, je me dis, moi, ce que je suis en train de créer aujourd'hui, c'est pour ça que je préserve, déjà parce que j'ai des filles, une famille, des enfants, et que je dois absolument infuser la meilleure énergie possible. Mais à plus grande échelle, c'est de me dire que je dois être extrêmement productive et dans la bonne énergie, parce que je veux faire partie de ces premières personnes qui iront en Palestine, qui iront en Israël, qui iront sur les terrains de guerre pour reconstruire. Et que je me dis qu'avec cette école en ligne, avec cette vision, il y a plein de gens qui vont vouloir ouvrir des choses ou créer des choses pour repeupler, renourrir les gens. Et je veux faire partie de ces gens qui vont aider et d'offrir, tu vois, les contenus que je vais créer pour leur donner la connaissance, la compétence, parce que sans connaissance, en fait, on est quand même démunis. Le savoir, c'est le pouvoir de faire. Donc, du coup, moi, j'ai envie d'être là-dedans et j'ai envie c'est pour ça que je crée tout ça aujourd'hui et je suis extrêmement animée et très connectée avec l'énergie de Los Angeles, l'énergie de la Californie, qui est très, 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 très haut au niveau spiritualité et qui me donne une énergie de fou et qui m'amène à me dire, OK, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ouais, c'était important, c'était les bases, c'est les fondations. Et maintenant, il faut y aller. Il faut aller toucher les gens. Il faut rentrer dans les vies des gens et faire que ces personnes-là, à petite ou grande échelle, vont impacter à elles-mêmes leur monde, leur univers, leur écosystème. Et que le changement soit suscité. Ouais, exactement. Je reviens sur... Excuse-moi, t'as tellement d'énergie que tu m'as troublé. Cette école en ligne, elle va sortir quand déjà ? Elle va sortir, j'espère, 2026. J'espère. Elle s'appellera, tu peux dire le nom ? Start Your Revolution. Super. Parce que révolution est dans toutes mes... Donc, et du coup, tu vois, tu lances ton podcast, c'est drôle parce que je lance aussi bientôt. Et ça va s'appeler Start Your Revolution parce qu'en fait, je pense qu'il y a qu'un mot d'action qui ne doit pas te permettre de passer à l'action. Donc, ouais, en tout cas, il y a tout cet environnement, tout ça qui est en train de se créer. Et donc, 2026. C'est un podcast de quoi que tu vas lancer ? Alors, en fait, c'est un podcast qui va introduire toutes ces notions de la pâtisserie et de ces nouvelles façons de l'aborder. Pâtisserie et sport, pâtisserie pour les enfants, pâtisserie et médecine chinoise, pâtisserie avec les huiles essentielles, pâtisserie pour les personnes âgées, tu vois, on les EHPAD, pareil, pâtisserie. Et après, j'aimerais vraiment, le next step, c'est d'aller dans le monde de la santé. Aujourd'hui, c'est un monde un peu complexe à aborder. Mais on surtout quand on sait, alors la pâtisserie, c'est... une facette de l'alimentation. Exactement. Mais par exemple, quand on va à l'hôpital, OK, il y a des sujets de coûts, mais on voit bien qu'il y a des dépenses pour des domaines dont on ne comprend pas forcément pourquoi ils bénéficient de ressources. Mais par exemple, l'alimentation à l'hôpital, c'est un problème. Et c'est un problème à tous les niveaux, dans tous les secteurs, dans tous les systèmes. Oui. Et donc, je suis certaine qu'il y a plein de gens qui veulent faire cette révolution et qui veulent changer. Et donc, des thématiques très précises, avec des cibles, tu vois, les enfants, les personnes... j'aimerais bien aller sur les territoires de l'autisme, etc., parce qu'il y a plein de gens. Et donc, l'idée, c'est que là, aujourd'hui, j'enregistre d'abord toute seule, parce qu'il y
a beaucoup de contenu que j'amène moi-même. Donc, c'est des formats assez courts, mais après, c'est interviewer des gens. Donc, des sportifs, des entrepreneurs, des personnes qui sont impactées et ont envie de faire de l'impact. Et donc, ont un lien avec l'alimentation dans leur métier qui n'a rien à voir avec le... Alors, bien sûr, des chefs, ça va être hyper intéressant de voir comment un chef, lui, actionne ça au quotidien. Mais je veux pas que des chefs. Je veux beaucoup d'autres profils Bien qui... sûr. C'est intéressant de faire entrer l'alimentation. Excuse-moi, tu as travaillé avec l'équipe de France de rugby, je crois, oui. sur l'alimentation. Ouais. Et alors, ça donne quoi, l'alimentation du rugbyman? Joker. Il mange beaucoup. Quand je te dis que dans tous les systèmes, il y a tout à refaire, il y a tout à refaire. Ouais, ok. En fait, si tu cherches l'excellence, comme eux, ils la recherchent, c'est-à-dire que tu vas dans ces structures-là, tu vas voir des data scientists qui ont plugué 1000 caméras, des IA maintenant, j'imagine, un peu partout, pour analyser en une fraction de minute, enfin, une demi-heure après l'entraînement, le coach va recevoir toutes les stats, tout ce qui a fonctionné, pas fonctionné, les stratégies, etc. de l'entraînement en une demi-heure. Tu te dis, OK, donc tu es là dans le plus haut niveau d'excellence. Donc tu es capable de... Et tu vas en cuisine, mais c'est une catastrophe. Et le jambon est piqué aux antibiotiques. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Une catastrophe avec un grand C. Et je peux te dire que c'est clairement pas les seuls. Et pour avoir ouvert mes yeux dans tous les écosystèmes, j'ai pas eu la chance en fait de voir l'excellence en cuisine encore aujourd'hui dans ces milieux-là. Donc plein de choses à faire. Donc un appel à l'action avec Révolution Pâtisserie. Tellement de choses, hein. J'ai regardé, donc si vous êtes fan de cookies healthy, de chocolat chaud sans sucre, il faut le lire, mais on découvre plein de choses. Sur le cookie healthy, tu utilises, je crois, une matière qui s'appelle le psyllium blond. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça Ouais, en fait, c'est une fibre qui est hyper puissante parce que du coup, ce qu'elle va permettre, c'est... Elle va rajouter donc de la fibre. Bon, du coup, en pâtisserie, en général, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, ce qui va être important donc, pour la digestion, mais pour baisser l'indice glycémique. Parce que tu sais que dans la pâtisserie, nous, on joue avec les sucres. Et on a un problème, c'est que le sucre est attaqué. Et pour des bonnes raisons. La fibre permet vraiment de diminuer la vitesse d'absorption de ces glucides. Et donc, du coup, de baisser l'indice glycémique de la pâtisserie. Avec des bons gras et des bonnes fibres. Et une dose juste du sucre, même si tu veux rester sur du sucre blanc. Hein. Mais rien que déjà, si tu rajoutes, tu vois, pour y aller step by step. Puis après, il y a des sucres extraordinaires qui sont expliqués dans le livre et que j'invite à découvrir. Le sirop Diacone qui fait aujourd'hui son entrée avec brio et qui est un sucre extraordinaire, riche en fibres aussi, et à IGBA, qui révolutionne exactement aussi cette thématique. Donc oui, un grand oui aux fibres et un grand oui au psyllium qu'on met en toute petite quantité, parce qu'on peut voir le prix qui est élevé au kilo, mais comme on en met un tout petit peu, c'est pas un sujet. La petite magie. C'est pas un sujet. Eh oui. Tu parles souvent d'énergie et tu as une énergie débordante. Et donc je me dis, mais est-ce que cette femme, des fois, elle a besoin de se canaliser donc est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Comment tu fais des fois pour être un peu... zen? Ouais, il faut réussir à gérer parce que c'est un don. Pour moi, c'est un don. Quand tu as beaucoup d'énergie en toi, c'est un cadeau. Mais aussi, je crois que quand tu es à ta place, tu reçois beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que quand tu t'ancres et que tu es à ta place et que tu fais tu es là et tu fais ce pourquoi tu fais, tu vois, tu suis ton intuition et d'un coup, tu te plugues comme le 5e élément, tu vois, tu te plugues. Mais tu es hyper énergisé. Parce que tout ce que tu vas faire dans le sens de ce pourquoi moi je sens que je suis amenée à faire, c'est-à-dire nourrir, ça me renvoie autant d'énergie, voire beaucoup plus. Donc du coup, c'est une énergie qui... Donc déjà, je pense que j'ai hérité beaucoup d'énergie dès ma naissance, mais je pense que si je m'étais trompée de voix ou que je m'étais... le mental avait pris le dessus sur mes intuitions, je ne serais pas à ma place et dans ces cas-là, tu ne verrais pas la même personne. Donc je pense que tout le monde peut avoir cette énergie. Et puis une fois que tu en as beaucoup... une fois que tu t'ancres et que tu es dans ta place, après oui, il faut la canaliser à des moments. Alors, on vit, et tu en as parlé, dans un monde en ce moment où il y a beaucoup d'incertitudes. Tu vis aussi aux États-Unis qui sont dans une transition politique un petit peu particulière. Enfin bref, tu dois sentir l'incertitude un peu partout. En plus, Los Angeles, il se passe des choses. Peut-être que c'est le sursaut humaniste qui va permettre de s'en sortir. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut arriver à construire un nouveau monde, question qui dépasse tout ce qu'on a abordé jusqu'à présent, et si oui, ça serait quoi pour 100%. Toi le pacte sociétal qu'il faudrait pour ça? 100%, on est dans cette énergie
de renouveau complet. Alors là, c'est le chaos. Et il y a une phrase que j'adore qui dit « Un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Là, c'est l'arbre qui tombe. Peut-être il y en a plusieurs d'ailleurs. C'est tout l'ancien monde qui s'effondre. Donc ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de problèmes. C'est aussi un peu, tu vois, comme mon burn-out. Ça brûle beaucoup partout pour qu'on fasse un terrain de jeu plus neutre. On va se réveiller dans quelques années. Moi, je crois que ça va durer Moi, c'est mon intuition, c'est très spirituel ce que je vais te dire. Là, je pense qu'on n'a pas fini. Le pic du chaos va arriver en 2026. Septembre 2026. C'est ce que je ressens. Donc, on est encore et on ne va pas s'arrêter là. Donc là, c'est vraiment le pire du pire. On est dedans. Donc, du coup, moi, ça, si tu veux, je l'ai déjà ressenti quelques années auparavant. Donc, je sais qu'on est dans cette énergie. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est la forêt qui pousse. Parce que pendant qu'il y a le chaos, il y a une forêt qui pousse. Et il y en a plein qui ont déjà planté leurs racines, qui étaient des tout petits arbustes là à l'époque, et puis qui aujourd'hui ont gagné en contenance, qui sont devenus des arbres bien. Tu vois, je fais un peu un similaire et une image avec le monde naturel, le monde de la forêt. Mais ça peut pas être que des initiatives individuelles. Je me dis, il faut un moment former quand même des gros collectifs. L'énergie du nouveau monde, c'est une énergie, pour moi, qui est une énergie de collaboration, où on va aller à la rencontre d'expertise, on va les mêler, on va les connecter, on va créer quelque chose de très différenciant. On va arrêter de scinder les expertises et de dire je sais pas, médecin du foie et rien d'autre m'intéresse. En fait, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça paraît évident, mais on s'est tellement construit là-dessus et on y allait un peu pareil, comme un train sans commande, à fond, en se spécifiant. Et en fait, on a cramé parce qu'en fait, juste, on n'est pas au bon endroit. Ça n'a aucun sens, cette histoire. Ce qui a du sens, à mon sens, c'est ce que le nouveau monde, ce que je ressens dans ce nouveau monde, c'est de croiser des expertises, de faire rentrer des naturopathes, des médecins, des sportifs, des coachs, des scientifiques dans ta pâtisserie, si on parle de la pâtisserie. Mais dans chaque milieu, tu vas te dire comment je peux innover. Déjà, l'innovation, on sait que c'est quelque chose qui est fondamental dans toutes les entreprises. Par exemple, si tu vois à l'échelle de l'entreprise, toujours garder cette idée d'ouverture d'innovation. Mais alors du coup, j'inviterais les entrepreneurs, j'inviterais n'importe qui à dire qu'est-ce que dans ma vie, je me suis jamais ouverte et qu'est-ce que je pourrais m'autoriser à faire rentrer dans ma vie comme nouvelle expertise qui m'appelle, parce que c'est ça, c'est pas juste il faut que qui m'appelle. Alors l'IA nous challenge beaucoup, mais je pense vraiment que les humains entre eux peuvent faire des choses extraordinaires en se connectant, en se rencontrant, en croisant leur expertise et en disant comment on pourrait. J'aimerais bien innover sur ça, mais je pense que toi tu as les clés. Donc j'ai pas les clés seules. Il faut pour ouvrir la porte d'après, c'est qu'il faut une clé hybride qui vient avec plusieurs expertises, donc des collaborations. Et c'est ça pour moi qui va définir le. Et donc du coup on va coécrire tous ensemble ce qui va arriver. Et ça n'est pas écrit. Donc on peut pas essayer de se dire. On peut même pas essayer de le définir, ça n'existe pas. C'est comme quand tu dis les métiers de demain, il y a des métiers, on essaie de les imaginer, qui n'existent pas, on essaie de les décrire, ça nous intrigue, tu vois, de dire c'est quoi le monde de demain et tout. Il y a des choses qu'on ne sait pas, parce que justement c'est les humains qui vont le créer, parce ils vont être attirés par se dire tiens j'ai envie de je sais pas, je suis spécialisée dans le montage vidéo et je suis appelée à aller ouvrir mes portes à un autre domaine d'expertise et à au monde du journalisme, au monde des podcasters, on va créer un studio podcast. Et d'un coup, tu te dis, waouh, et puis tu crées des choses. Et là, c'est extraordinaire parce que ça n'est pas prémédité, ça ne peut pas être anticipé. C'est l'humain à l'humain qui va se dire, tiens, j'ai une idée, boum, boum. Et d'un coup, ensemble, on va créer des choses nouvelles et on va recréer, en fait, on va améliorer les systèmes parce qu'aujourd'hui, les systèmes ne vont pas. Donc moi, si je prends mon secteur, c'est l'alimentation, ça ne va pas. Donc, on va ensemble créer. Et donc, je pense que chacun dans son univers, dans son domaine, va sentir qu'il y a un élan d'opportunité, d'évolution important. On connaît les biais. Si on est un peu sensible, si on est un peu, qu'on laisse parler son intuition, qu'on est dérangé par ce qui se passe en ce moment, on a envie de faire changer les choses, on va s'autoriser à ouvrir des portes, à croiser des gens, à rencontrer des gens, à être ouvert déjà, parce que des fois on ne sait pas où on va, mais on va être ouvert et on va croiser, on va écouter des gens et on va dire mais c'est hyper intéressant. Et comment et du coup attends, vas-y, je vais la contacter. J'ai écouté sur Génération Do It Yourself Anthony Berthoud, qui est un super nutritionniste. Je l'ai contacté tout de suite.
Et là, on s'est appelé, on va se rencontrer grâce à la génération de Do It Yourself. Il est passé il y a quelques temps. Donc ça marche. Mais c'est Faut extraordinaire. croire aux connexions, en fait. Et tu vois, quand je te parlais de Mathieu Stéphanie, Génération de Do It, c'est un podcast qui est incroyable et que je bois, mais chaque minute. C'est-à-dire que moi, parce que je n'aurais pas pensé qu'une interview aussi longue m'aurait plu, mais tu vas tellement deep, donc il n'y a pas de phare, c'est authentique, c'est ce que j'adore. Et tu rencontres des profils de fous et tu vois, demain, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, tu les contactes en 2 secondes et demie. Ouais, et tu arrives avec une idée, une vision. Et l'autre en face, tu peux pas tricher. Donc si ça parle pour lui, mais le projet, il va se créer. Donc là, il sait même pas, j'ai reçu un message hier soir, il m'a dit, après notre call, quoi qu'il arrive, je sais pas, il faudrait que je te lise le message, mais j'ai très envie de collaborer. Je sais pas où est-ce qu'on va aller, mais j'ai très envie. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et j'ai dit, j'ai pas de plan pour nous, mais j'ai dit, voilà ce que je crée et voilà comment on pourrait avancer demain et t'embarquer les JO 2028, etc. Et plus encore. Donc, c'est hyper intéressant. Et cette énergie d'adaptation, cette énergie de rebond, cette énergie de... On ne sait pas ce qui va se passer demain, mais par contre, d'être dans l'ouverture de ce qui va se passer, d'être excité par ce qui est en train de se créer et pas être happé par l'énergie négative qui peut nous traverser et peut nous ramener down, parce qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que pendant qu'il y a les pires horreurs sur la planète, tu as cette énergie en même temps, en parallèle, d'opportunités, de rebond, d'envie de changement, de création. Et je pense que c'était peut-être... j'ai pas vécu la guerre, mais j'imagine qu'en temps de guerre, quand c'était pareil, c'était une crise terrible. Et la soif de vivre, la soif de sauver des gens, créer des liens, des relations, et chaque jour était différent. Je compare ça à ça, mais je sais pas. En tout cas, je me dis qu'aujourd'hui, dans un temps difficile, mais qu'en parallèle de ça, il y a des choses extraordinaires qui se passent et que c'est que des cadeaux. Donc moi, je m'ouvre à ça, je ne me connecte que à ça, et je questionne mon intuition, et quand je sais qu'il faut y aller, je sens, et puis après, j'ajuste, et après, tu te rends pas compte, mais tu te dis, waouh, ça paraissait anodin, et cette rencontre a mis un déclic dans ma tête. Que d'étincelles. Ah oui. C'est incroyable. Alors là, si vous vouliez du courant alternatif, je pense qu'on est servi. Dernière question, chère Johanna. Question rituelle. Magda Danis, au premier épisode, disait « Just do it ». Sarah Boas, au deuxième, « Santé ». Valentine Tessier, notre troisième invitée, nous a cité Cocteau. Toi, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui veulent vivre et penser autrement ? Ben non, mais je l'ai évoqué, mais écoutez votre intuition. C'est la seule chose que j'ai à dire. Et qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui se passe dans le corps. C'est quelque chose qui ne se contrôle pas. C'est quelque chose qui ne se mentalise pas. C'est pas quelque chose qui s'écrit. C'est pas quelque chose qui s'écrit dans les codes. C'est quelque chose qui se passe en nous. C'est dans nos tripes, c'est en nous. Et la vie nous a parfois mis des coques et des coques. Et on s'est hermétisé à la vie. Mais non, il faut casser ça. Casser les coquilles. Et soyez à fleur de peau dans le monde, pas pour aller chercher, pour ressentir déjà, pour ressentir le monde, et surtout pour se connecter à son intuition, parce que je pense que l'intuition, ça passe par le corps. Et il y a des gens qui te disent, j'ai pas d'intuition. Ah, tu l'as, sauf que tu as mis trop de coquilles autour de toi. Donc tu vas prendre un putain de marteau, tu vas briser tes coquilles, tu vas être à fleur de peau. Et quand tu seras à fleur de peau, là, tout va te paraître à 100%, soit dérangeant, soit génial, soit ci, ça. Et c'est ça, en fait, cette énergie, tu vois, que je te dis, qui est que d'un coup, tout te traverse, il y a plus d'armure, et tu vas pouvoir intégrer. Donc quand je dis écoute ton intuition, les gens sont là, c'est bien gentil, mais je sais pas où elle est. Je vais te dire comment tu vas la trouver. Tu vas péter ton armure, tu vas péter tes coquilles, là, que tu as construites, là, tu as bien construites, là, oui. Et cette prison dorée dans laquelle tu t'es conforté, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça n'existe plus. Et donc, tu casses, et là, tu vis, tu ressens, parce que c'est la première chose, tu ressens à 100%, et ensuite, ton intuition va te guider. Parce que quand ce sera dérangeant, quand ce sera plus ta place, quand ça va te gratter, je peux te dire que ce sera insoutenable. Et donc, tu vas faire les changements. Tu vas te dire, c'est peut-être pas là, je sais pas où je vais, je prends mon sac à dos, je me casse, mais c'est là que je suis appelée. Et en fait, il y a une urgence de vivre à cette fréquence, tu vois. Parce que il y a cette énergie de connexion, ce bouillonnement énergétique qui se passe en nous, qui est sur la planète, et qui fait qu'on a plus vite les gens se mettront dans leur cinquième élément, au centre de leur élément, plus vite ils seront à leur place, et plus vite on va pouvoir vite créer ensemble des choses, parce qu'il y a urgence à créer. Et donc, je dirais que si on ne fait pas ça, ça va être très, très, très compliqué. Mais donc, cette énergie-là, moi, elle m'appelle et j'ai envie d'embarquer les gens dans cette énergie-là parce qu'on est dans ce nouveau monde, cette création et que les systèmes
sont en train de péricliter, donc il faut créer les nouveaux. Donc c'est aujourd'hui, donc c'est demain, donc c'est immédiatement. Donc cassons nos coquilles tous ensemble et avec sensibilité. Voilà. On va finir sur ça. Merci beaucoup, Johanna Le Pape. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.